Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chevelu Président, la chaîne où on se pose des questions politiques intéressantes. Alors, au cas où vous n'auriez pas suivi, il y a environ une semaine, le 8 novembre 2016, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup étonné, parce que je pensais que c'est Clinton qui allait gagner. Et notamment, je pensais ça pour une raison assez simple, c'est que dans la majorité des sondages, elle arrivait en tête. Donc quand on jette un petit œil, donc à petite compilation de sondages qui ont été réalisés juste avant l'élection, Clinton est quasi systématiquement donné en tête. Donc de deux choses l'une, soit moi j'y comprends rien, soit ils ont fait n'importe quoi. Et pour tenter de répondre à cette question, la première étape, c'était déjà de comprendre comment marchent ces sondages pour les élections présidentielles. Et voici une vidéo pour vous présenter mes premiers résultats. Donc 5 choses que j'ai sélectionnées qui me paraissent assez essentielles à savoir en matière de sondage pour les élections présidentielles. C'est maintenant. Là normalement c'est le jingle. Et vu que j'en ai pas, je vais en faire un. Chevelu président. Chevelu président. Voilà, ça c'est fait. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le jingle. Et on attaque direct avec le petit PowerPoint. On se chauffe, on se met bien, on fait les choses bien. Donc, sondage présidentiel, 5 choses utiles à savoir. La première chose dont on va parler, c'est la notion, je pense, la plus importante d'aujourd'hui. C'est la notion d'estimation par intervalle de confiance. Donc en fait, quand on réalise un sondage, ce qu'on fait en général, c'est un échantillonnage, c'est-à-dire au lieu d'interroger la totalité de la population, ce qui serait vraiment lourd et dur à mettre en place, on va juste prélever une petite partie de la population, des échantillons, et essayer d'avoir des informations sur la population globale. Ça s'appelle l'échantillonnage. Et en général, on fait ce qu'on appelle un échantillonnage dans un certain intervalle de confiance avec une certaine marge d'erreur. Donc par exemple purement fictif, d'après un sondage XYZ, Clinton obtient 44% des intentions de vote et Trump 42%, avec une marge d'erreur, par exemple de 3, plus ou moins 3%, et un intervalle de confiance de 95%. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on refait le même sondage 100 fois, dans 95 cas, le score de Clinton sera compris entre 41 et 47. Donc ça correspond à 44% plus ou moins la marge d'erreur. Donc j'ai représenté sur la droite graphiquement. Et le score de Trump sera compris entre 39 et 45%. Donc ça c'est le 42 plus ou moins 3%. Donc c'est ça ce que ça veut dire en fait. Et la majorité des sondages présidentiels sont réalisés selon des estimations d'intervalle de confiance, comme dans cet exemple-là. Alors, le problème selon moi, c'est que quand on regarde directement, si on regarde uniquement le 44% et le 42%, il nous manque vraiment une info cruciale qui est justement la marge d'erreur. Parce qu'ici, par exemple, on voit qu'on a une marge d'erreur assez grande, donc on a une zone de recouvrement. Mais si la marge d'erreur était plus petite, si elle était de 1%, il n'y aurait pas de zone de recouvrement. Donc là, on pourrait vraiment dire que Clinton a un avantage certain. Alors que dans l'exemple actuel, on a des cas où Clinton serait derrière et Trump serait devant. Donc en fait, on ne peut pas vraiment dissocier cette valeur de la marge d'erreur et donner juste comme indication la valeur centrale. C'est un peu incomplet. Enfin, c'est tout simplement incomplet. On n'a pas la totalité de l'information. Donc ça, c'est ma critique numéro 1. C'est donc d'une part par rapport à la presse, quand ils reprennent les résultats des sondages, très rarement ils citent la marge d'erreur, alors que c'est une info vraiment très importante pour apprécier le sondage à sa juste valeur. D'un autre côté, la critique, ça va aussi aux lecteurs, puisqu'en général, la plupart des personnes ne s'intéressent pas vraiment à cette marge d'erreur, ni à comment a été réalisé le sondage. Donc voilà, ça c'était par rapport aux intervalles de confiance. La prochaine notion dont on va parler, c'est les différentes manières d'échantillonner, donc les différentes manières de prélever des échantillons. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire, on prend vraiment les personnes interrogées au hasard total. Mais ça, c'est pas la méthode la plus pratique, c'est une méthode qui est assez dure à mettre en œuvre parce que certaines personnes sont plus ou moins faciles à interroger que d'autres, et c'est pour ça qu'en général, les sondages sont réalisés plutôt par quota. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Un petit exemple assez simple pour comprendre ce que ça veut dire. Si par exemple, dans une population, on a 53% de femmes et 47% d'hommes, si on prélève un échantillon de 100 personnes, on va se débrouiller pour qu'on ait, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir, 53 femmes et 47 hommes, pour que ça représente vraiment la proportion démographique de la population totale. On peut éventuellement, si on n'a pas exactement les bons nombres, appliquer des coefficients de pondération. Et il existe différentes catégories
qu'on peut utiliser pour classifier la population, par exemple homme-femme, on peut classifier par l'âge, par catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Il y a plein de manières. Donc évidemment, c'est pratique, c'est commode, ça coûte moins d'argent, mais bien sûr, ça introduit aussi une erreur, parce que comment est-ce qu'on va définir ces catégories? Est-ce que c'est vraiment justifié? Etc. Ça soulève quand même pas mal de questions. Donc voilà, ça c'est par rapport... Mais la majorité des sondages, en tout cas, sont réalisés selon cette méthode des quotas. Prochain point, quelques informations supplémentaires et quelques autres sources d'erreurs possibles. Alors, tout d'abord, on a ce qu'on appelle les voteurs potentiels. Il faut savoir que lorsque sont réalisés les sondages, en général, ne sont prises en compte que les réponses de personnes qui sont identifiées comme des voteurs potentiels. Ça a du sens puisque on ne va pas prendre en compte les réponses de personnes qui ne vont pas participer au vote. Ça fausserait le résultat du sondage. D'autres aspects qui peuvent entrer en compte sont des aspects d'ordre psychologique, comme la catégorie que j'ai nommée les mecs qui assument pas. Ça, c'est par exemple, si quelqu'un veut voter pour le Front National, mais qu'il a un peu honte de son opinion, et lors d'un sondage téléphonique, il va prétendre qu'il va voter pour un autre parti parce que tout simplement il n'assume pas son choix, ou bien qu'il veut le cacher pour une raison X ou Y. Évidemment, ça va introduire une erreur dans le sondage. Et ça, c'est une erreur qui est vraiment très dure à quantifier et très dure à déceler pour la personne qui effectue le sondage. Donc ça, c'est vraiment un problème. Mais ça peut clairement entrer en compte lors des sondages. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles parfois le Front National a des meilleurs résultats lors de l'élection que lors des sondages. Et ensuite, un autre effet psychologique, c'est ce qui s'appelle l'effet de cadrage. Donc ça, c'est la manière dont on va poser la question qui peut influencer la réponse de la personne interrogée. Donc ça, c'est aussi un aspect psychologique qu'il faut garder en tête. Voilà, après avoir étudié toutes ces belles questions d'un point de vue plutôt théorique, c'est l'heure de l'exemple. Et c'est l'heure de l'exemple. Ouais, c'est l'heure de l'exemple. Ouais. Voilà, l'heure de l'exemple, on va mettre un peu en pratique tout ce qu'on a appris. Yes, donc je vous ai sélectionné une petite étude, qui est l'étude de Bloomberg concernant justement Clinton et Trump, les élections présidentielles. Donc on va analyser, j'ai sélectionné celle-là parce qu'ils étaient assez précis concernant leur méthodologie, donc ça j'aimais bien. Donc première chose, déjà, on voit toutes les questions qu'ils ont posées exactement au téléphone, donc ça permet déjà de limiter les effets de cadrage, ou du moins s'il y a des effets de cadrage, on peut se faire une petite idée si on pense qu'ils ont essayé de manipuler les réponses à travers la formulation des questions. Donc déjà c'est une première chose. Ensuite, très intéressant, on voit ici la question de likely voters, donc comment est-ce qu'ils ont déterminé si une personne est potentiellement voteuse ou non. Donc ils ont posé tout simplement la question si elle avait déjà voté, si elle allait certainement voter, probablement, blablabla. Ils ont défini ces deux catégories-là comme une personne qui était un likely voter. Donc ensuite, toutes les questions, toutes les différentes réponses qu'ils ont, blablabla. On passe un petit peu sur les détails. Et tout à la fin, ce qui nous intéresse, la petite section méthodologique qui passe bien, où notamment donc ils reprennent des infos clés, donc le nombre de personnes interrogées, la manière dont elle a été menée, la manière selon laquelle a été réalisée l'étude, voilà, par téléphone mobile, blablabla. Et donc là, par exemple, info intéressante, ils ont utilisé une méthode des quotas en faisant une pondération par l'âge et par la race pour refléter donc la population générale. Donc, c'est une chose dont on a parlé. Et ensuite, tout à la fin, ils parlent de donc l'erreur, la marge d'erreur à 3,5%. Et donc là, ils expliquent exactement comme on l'a vu en fait précédemment, que ce que ça signifie. Donc, si on répétait cette étude 19 fois sur 20, donc ça correspond en fait à 95%, c'est la même chose. Les résultats seraient compris donc dans une marge d'erreur de plus ou moins 3,5%. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, on a quand même couvert pas mal de points concernant les études présidentielles. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous n'êtes pas resté sur votre faim. J'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses par rapport au sondage, que vous y voyez un peu plus clair. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook et à lâcher un petit pouce en l'air, ou bien à vous abonner à la chaîne Chevelu Président, parce que j'ai déjà 2 plans pour les prochaines vidéos. Première chose,
appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui à l'élection Clinton, voilà, pour voir pourquoi les sondages se sont trompés. Et deuxième chose, appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui aux sondages par rapport aux primaires de la droite et du centre qui ont lieu ce dimanche 20 novembre. Donc c'est assez excitant de voir si là aussi se sont plantés ou non, s'ils vont se planter, nanana. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, sinon, je vous invite vraiment à vous renseigner vous aussi, à aller voir vraiment les sondages et pas seulement l'article de la presse qui reprend tel sondage, allez voir vraiment directement la source. Je vais mettre toutes les sources que j'ai utilisées pour me renseigner et pour cette vidéo dans la description. Donc renseignez-vous. Et en attendant, portez-vous bien et amusez-vous bien. Gros bisous et à la prochaine.